Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'être là pour m'écouter parler de science. Alors, je vais vous amener dans un futur un peu plus lointain que le futur auquel vous êtes habitués à réfléchir. On va carrément flirter avec la science-fiction, hein, on va pas se mentir. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de voyage interstellaire. Comment, aujourd'hui, on peut voyager dans les étoiles? Est-ce que ça brise les lois de la physique? Est-ce qu'on a les moyens technologiques de le faire? On va essayer d'y répondre ensemble. Alors le thème du voyage interstellaire, c'est un thème qui revient énormément dans la science-fiction. Hein. On a ce thème depuis la science-fiction des années 50, avec des œuvres comme Ender's Game, Le papillon des étoiles de Bernard Werber en termes de roman. On a le voyage interstellaire qui a intégré le monde du jeu vidéo, avec No Man's Sky et Mass Effect, pour ne citer que. Évidemment, on a les classiques Star Trek et Star Wars, qui sont les space opéras de base, qui requièrent du voyage interstellaire pour juste faire avancer l'intrigue. Et donc voilà, mais ce thème-là du voyage interstellaire, il existe depuis le XVIIe siècle à peu près. Hein. La première mention de voyage interstellaire dans la fiction, c'est Micromégas de Voltaire, qui n'est pas un roman de science-fiction évidemment, mais c'est un conte philosophique où l'on suit l'aventure de Micromégas, donc un extraterrestre de la planète, alors je ne sais plus le nom de cette planète, par contre il orbite autour de l'étoile Sirius, donc il vient littéralement d'une autre étoile, et il décide de passer une petite visite dans notre système solaire pour discuter avec les habitants de Saturne et puis les habitants de la Terre, qui sont tout minuscules, parce qu'il est très très grand. Alors, donc voilà, c'est un thème qui permet la science-fiction depuis des siècles. Et donc, voilà, on va essayer ensemble de voir à quel point c'est possible de voyager à travers les étoiles. Alors déjà, il faut poser le problème. Quand on veut voyager à travers les étoiles, on fait face inévitablement à une contrainte physique. Et cette contrainte physique, c'est la distance entre les étoiles. Bon, on ne peut pas y couper. Alors, la distance entre les étoiles, elle est juste énorme. C'est très difficile de se rendre compte d'à quel point les distances sont énormes dans l'espace, dans l'univers en général. C'est pour ça que les astronomes, les astrophysiciens, ont tendance à utiliser la chose la plus rapide de l'univers pour déterminer une unité de distance. La chose la plus rapide dans l'univers, c'est la lumière. La lumière, chaque seconde, dans le vide, elle parcourt 300 000 km. Ça, c'est une limite de vitesse universelle, parce qu'il n'y a aucun objet, aucune information dans l'univers qui peut arriver déjà à la vitesse de la lumière ou à plus que la vitesse que la lumière. On ne peut pas la dépasser, on ne peut même pas l'atteindre si on a une masse. Parce qu'il faudrait, pour accélérer une masse à la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Et ça, on n'a pas. Alors, à partir de la vitesse de la lumière, on peut imaginer une unité de distance. Cette unité de distance, c'est l'année-lumière. Et donc, une année-lumière, ça correspond à la distance que parcourt la lumière en un an. D'accord? Et donc, cette distance, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Donc, c'est juste une affaire de conversion. Mais vous voyez bien qu'une année-lumière, c'est extrêmement grand comme distance. Donc c'est très difficile à intuiter. Pour ça, il faut qu'on fasse des comparaisons. Alors, on peut se dire déjà à quelle distance est la Lune par rapport à la Terre. La Lune, elle se trouve à 300 000 km de la Terre, à peu près. 300 000 km, ça correspond à ce qu'on appelle une seconde lumière. Une seconde lumière, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que quand vous regardez la Lune, vous la regardez toujours avec une seconde de retard. Vous la voyez telle qu'elle était il y a une seconde. Si vous prenez le Soleil, il ne faut pas regarder avec les yeux le Soleil, mais si vous prenez le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres, ce qui veut absolument rien dire pour nos cerveaux de primates. Par contre, en termes de distance astronomique, elle est à 8 minutes lumière. C'est-à-dire qu'on la voit telle qu'il était il y a 8 minutes. Donc si le Soleil se mettait à disparaître tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on mettrait 8 minutes à le savoir. C'est pas prévu. L'objet le plus lointain qu'on ait envoyé de toute l'histoire de l'humanité, c'est la sonde Voyager 1. On l'a envoyée dans les années 70. Ça fait à peu près 40 ans qu'elle voyage et elle a atteint une distance, elle a dépassé le système solaire, donc elle a atteint l'espace intersidéral. Et donc, elle n'est qu'à 19 heures-lumière de la Terre. Donc, si elle nous envoie un signal, ça met 19 heures à arriver. Donc, on reste quand même dans notre voisinage, hein, en termes de vitesse de l'information. On peut encore communiquer avec des trucs assez facilement.
Maintenant, concentrons-nous un petit peu sur notre voisinage cosmique. Alors, autour de nous, on a pas mal d'étoiles, mais enfin, elles sont relativement loin quand même. Donc si on prend une sphère autour du Soleil, là, qui ferait 6 années-lumière, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose autour. Hein. On a l'étoile la plus proche de la Terre, elle s'appelle Proxima du Centaure, enfin, à part le Soleil, bien sûr. Elle s'appelle Proxima du Centaure et elle n'est qu'à 4,2 années-lumière d'ici. Donc on voit, quand on regarde Proxima du Centaure avec un télescope, on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans et quelques mois. Alors, Proxima du Centaure, c'est une étoile qui tourne autour qui fait partie d'un système triple d'étoiles. Donc on a un couple d'étoiles qui s'orbite autour, et on a une étoile, une troisième étoile qui orbite autour de ce couple d'étoiles. Et donc on a le système de Proxima du Centaure, on a l'étoile de Barnard, à 6 années-lumière d'ici, et on a quelques étoiles, une étoile double, WISE, machin. Il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un peu vide. Donc les collisions entre les étoiles dans notre galaxie, elles apparaissent par peu, c'est des événements qui sont extrêmement rares. Si on avait la bonne idée de pointer Voyager 1 vers Proxima du Centaure, ce qui n'est pas le cas, mais si on avait la bonne idée de le faire, Voyager 1, c'est quand même l'un des objets humains fabriqués qui va le plus vite dans l'univers. Pour atteindre Proxima du Centaure avec cette vitesse, la sonde mettrait 76 000 ans pour arriver à Proxima du Centaure. Bon, on peut se dire que déjà on fait face à un obstacle qui est quand même de taille, littéralement. Alors évidemment, ça c'est vrai, on reste sur notre voisinage cosmique, mais si on dézoome un petit peu et qu'on regarde notre place dans l'univers, on se rend compte que nous, on est à la banlieue d'un grand assemblage qui s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée étant un énorme nuage d'étoiles qui contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles comme notre Soleil. Et si on veut envoyer un message d'un bout de la galaxie jusqu'à l'autre bout de la galaxie, ce message mettrait 100 000 ans à traverser la galaxie. Donc notre galaxie a une taille de 100 000 années-lumière. C'est loin. Donc si on veut voyager à travers la galaxie, il faut se rendre compte de ces distances, de ces contraintes très physiques, très matérielles. Alors évidemment, maintenant qu'on a posé le problème, on peut essayer de poser des solutions actuelles, avec les technologies actuelles. Alors on peut se dire, on peut juste envoyer des fusées. Alors les fusées, ça repose sur un principe très simple, qu'on connaît depuis à peu près 400 ans. C'est un principe qui a été énoncé en premier par Isaac Newton, il y a 400 ans. C'est le principe d'action-réaction, qu'on appelle aussi la troisième loi de Newton. Et ce principe d'action-réaction, il nous dit qu'à toute action correspond une réaction égale et de direction opposée. Alors ça, c'est le truc très abstrait. En pratique, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un ballon et que vous gonflez ce ballon et que vous lâchez ce ballon, vous allez avoir de l'air qui va être propulsé de l'autre côté, et le ballon qui va être propulsé dans la direction opposée. En gros, à chaque fois que vous lancez quelque chose, vous lancez un ballon par exemple, ce ballon va exercer une force sur vous, une force de recul qui est physiquement égale à la force à laquelle vous le lancez. Bon, évidemment, comme vous êtes plus massif que le ballon, vous n'allez pas bouger très vite. Par contre, si vous aviez un ballon, enfin si c'était un ballon qui vous lançait, vous exercez aussi une force sur le ballon. Alors ça, c'est le principe sur lequel reposent les fusées. Toutes les fusées à l'heure actuelle reposent sur ce principe. L'idée, c'est que de la même manière que le ballon qui va balancer de l'air, on va balancer du gaz comprimé à très grande vitesse vers le bas. Et par principe d'action-réaction, la fusée va aller dans l'autre sens, tout simplement. Alors ça, c'est très sympa, ça nous a permis de mettre un pied dans l'espace interplanétaire, de balancer des sondes un petit peu partout dans le système solaire, et même d'aller se poser sur la Lune. Mais si on veut aller vers les étoiles, on va vite trouver les limites de ce système. Et les limites de ce système ont été trouvées très rapidement par le grand-père de l'astronautique moderne, qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky. C'est lui qui a théorisé pour la première fois, au début du XXe siècle, toute la science des fusées, qu'on utilise encore aujourd'hui pour envoyer des fusées dans l'espace. Et donc il est parti d'une équation très simple, qu'on appelle aujourd'hui l'équation de Tsiolkovsky. Et en fait, cette équation, alors c'est la seule équation que vous verrez aujourd'hui, vous en faites pas. Alors, en plus, elle est relativement simple.
Imaginons que vous aviez une fusée voilà, qui a une masse initiale M0 et qui a une masse de carburant que j'ai représentée en jaune. Cette masse de carburant, on va l'éjecter en dessous de la fusée pour propulser la fusée dans l'autre direction, par principe d'action-réaction. On va éjecter cette masse de gaz à une vitesse d'éjection VE. Et la fusée, qui va avoir maintenant une masse finale MF, va acquérir un boost de vitesse. Et ce boost de vitesse, on l'appelle un delta V. Et ce delta V, il va être proportionnel à la vitesse d'éjection des gaz et proportionnel au logarithme du rapport entre la masse initiale du vaisseau et la masse finale du vaisseau. Alors ça, évidemment, ça fait très scolaire, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez accélérer quelque chose très très rapidement, il vous faudra soit des vitesses d'éjection très très grandes, soit une grande masse de carburant. Mais le problème, c'est que quand on applique cette équation à des distances interstellaires, et quand on veut accélérer des choses de manière très très rapide pour atteindre les étoiles dans un temps raisonnable, cette équation, elle va complètement briser nos rêves d'utiliser la propulsion chimique pour atteindre les étoiles. Parce que cette équation, elle nous dit que si vous voulez avoir un delta V beaucoup plus grand, il vous faudra une grande masse de carburant. Mais si vous voulez accélérer quelque chose avec une grande masse, il vous faut plus d'énergie. Donc il vous faut soit des vitesses d'éjection plus grandes, soit plus de carburant. Mais plus vous avez de carburant, plus c'est difficile à accélérer. Enfin, vous voyez le truc? Ce qui fait que quand on applique ça à des voyages interstellaires, l'équation de Tsiolkovsky elle nous dit qu'il n'y a pas assez de masse dans tout l'univers, en termes de carburant, pour accélérer une fusée chimique vers les étoiles. Et la raison, elle est très très simple, c'est que les vitesses d'éjection de gaz qui sont utilisées dans la propulsion chimique sont beaucoup trop faibles. Quand on utilise des ergols, par exemple, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, la vitesse de poussée de ces gaz va être ridicule. Alors elle a l'air impressionnante quand on les voit sur des vidéos ou quand on assiste à un lancement de fusée, mais elle est ridiculement faible par rapport à ce qu'on devrait avoir pour voyager dans les étoiles. Donc si on veut voyager dans les étoiles, la propulsion chimique, on va oublier. Mais évidemment, ça n'a pas arrêté beaucoup de rêveurs du XXe siècle, des ingénieurs et des physiciens un peu fous. Et donc je vais parcourir un petit peu une sélection de concepts plus ou moins faisables physiquement, ou en tout cas technologiquement. Enfin, ils sont tous physiquement faisables. En tout cas, ils respectent tous les lois de la physique. Mais on va voir qu'ils ont tous des contraintes et ça dépend de ce qu'on veut. Voilà. Il va falloir choisir, vous allez voir. Alors je les ai classés selon leur degré de faisabilité. On va partir du plus faisable et on va aller de plus en plus fou au fil de la présentation. Alors le premier de ces concepts, c'est le concept le plus faisable à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle une voile solaire. Ici, je l'ai représenté par le vaisseau de Alien Covenant, qui représente donc une voile solaire. Alors ça, c'est un concept qui existe depuis un moment, hein, déjà. C'était Johannes Kepler, un astronome allemand du XVIIe siècle, qui l'a conceptualisé en premier. Ça a été mis dans la science-fiction dans les années 50 avec Arthur C. Clarke, qui a écrit la nouvelle Sunjammer. Et aujourd'hui, on a pas mal d'œuvres de fiction qui utilisent ce concept. Bernard Werber, dans Le Pavillon des étoiles, est un exemple flagrant. Alors une voile solaire, c'est un truc très très simple. C'est juste une grande voile qui est construite dans un matériau très très léger, comme du mylar par exemple. Et cette grande voile, elle a une grande surface. Et sur cette voile, on va balancer des photons. Des photons, c'est des grains de lumière. Alors il se trouve que les grains de lumière, ils n'ont pas de masse. Par contre, ils ont une espèce d'élan qu'ils peuvent transmettre à un objet sur lequel ils tombent dessus. Donc si on met un photon et qu'on le balance sur une surface de mylar, bah, ce photon va transmettre son élan. Alors cet élan, en physique, on l'appelle une impulsion. Il va transmettre son impulsion à la surface de mylar. Bon, évidemment, l'impulsion ou l'élan d'un photon, tout seul, il est ridicule. Mais on peut pousser des choses avec de la lumière, et si on a assez de photons, on peut propulser une sonde, théoriquement, à des vitesses pas négligeables du tout. Alors ça, c'est très sympa sur le papier, mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien oui, ça marche vraiment. Ça marche vraiment parce qu'on a testé ce concept et on a lancé dans l'espace des démonstrateurs technologiques qui montrent la faisabilité de ce concept. Alors en 2010, on a l'agence spatiale japonaise, la JAXA, qui a lancé la sonde Icaros. Alors Icaros, c'est une voile solaire de 14 mètres de côté,
qui a été envoyé avec la sonde Atatsuki qui était partie voir visiter Vénus. Et donc, c'était la première voile solaire qu'on a lancée dans l'histoire. Plus récemment, le LightSail 1, un démonstrateur technologique de la Planetary Society, qui a été financé par des fonds privés, enfin des donations d'individus, de citoyens. Donc ça a été lancé en 2015, une voile de 6 mètres de côté. Ça a fonctionné aussi, on a une preuve de concept de ce système. Et en juillet dernier, enfin juin-juillet dernier, on a lancé le successeur de LightSail 1, LightSail 2, voilà, qui nous a envoyé cette magnifique photo. Alors elle a été envoyée par une fusée de SpaceX. Et donc voilà, on a une magnifique photo de voile solaire, donc c'est un concept qui fonctionne bien. Alors, est-ce qu'on peut l'emmener vers les étoiles, ce concept? Eh bien, selon un milliardaire russe, Yuri Milner, on peut. En 2016, Yuri Milner, qui a beaucoup trop de sous, a décidé de financer la première campagne de l'histoire pour envoyer une flotte de vaisseaux spatiaux visiter une exoplanète, donc une planète en dehors de notre système solaire. Donc l'exoplanète la plus proche de nous, qui est Proxima b, une planète qui tourne autour de Proxima du Centaure. Et l'idée, c'est d'envoyer plusieurs millions, ou non, plusieurs milliers, déjà pas mal, plusieurs milliers de voiles solaires pour photographier les planètes autour de Proxima du Centaure. Alors évidemment, quand on veut envoyer une flotte de plusieurs milliers de voiles solaires, il faut s'assurer que votre vaisseau il est tout petit, comme ça il est plus facile à accélérer. Et Yuri Milner se base, il a plutôt la confiance sur une espèce de loi qu'on appelle la loi de Moore, qui fait que chaque année on a de plus en plus de processeurs suivant une surface donnée. Et donc il compte beaucoup sur la miniaturisation des composants. Donc son idée c'est d'envoyer des trucs qui ressemblent à des puces de smartphone avec des capteurs photographiques et d'envoyer comme ça plusieurs milliers de sondes dans le système de Proxima b pour faire les premières photos d'une exoplanète vue de près. Alors comment ça marche ce truc en pratique? Son idée c'est de construire une espèce de grand réseau de lasers qui seraient les lasers les plus puissants du monde. On parle quand même de 100 gigawatts de laser, donc c'est du bon laser. C'est une fraction non négligeable de la consommation électrique de l'humanité aujourd'hui, donc voilà, il faut le construire, le laser. Mais c'est théoriquement faisable. Sur le papier, c'est toujours drôle. Et donc de prendre ce réseau de laser et de balancer pendant plusieurs minutes un rayon laser sur ces sondes-là, qui font 2 mètres de côté. Et on peut les accélérer comme ça à 1/5 de la vitesse de la lumière. C'est incroyable, 1/5 de la vitesse de la lumière. C'est bien au-delà de tout ce qu'on peut faire actuellement avec de la propulsion chimique. Et avec ce principe, on pourrait théoriquement voyager vers Proxima du Centaure en seulement 20 ans. Alors évidemment, on parle d'un projet qui coûte 10 milliards de dollars, en tout cas dans son coût estimé. Et Yuri Milner, il s'est entouré de pas mal de scientifiques plutôt influents. À l'époque, il avait Stephen Hawking, maintenant il est décédé. Aujourd'hui, il a plutôt Avi Loeb et d'autres chercheurs très très sérieux qui bossent sur la faisabilité de ce concept. Et donc voilà, donc si on y met les sous, techniquement, on pourrait avoir un lancement prévu en 2036 et donc avoir les premières photos de près d'exoplanètes en 2056. Si tout se passe bien. Et si les sous sont là. Et si c'est faisable technologiquement. Donc ça fait déjà beaucoup de si, hein, mais voilà, c'est quand même un projet relativement ambitieux. Mais si ça se fait, ce serait quand même historique. Alors on va passer à un autre concept qui est encore plus fou. Mais vous allez voir que certains y ont pensé de manière très sérieuse. Alors ici, je l'ai représenté par un vaisseau, le vaisseau de Deep Impact, film de 98, très bon film de 98, où une comète s'écrase sur Terre et on envoie des Américains pour mettre des bombes dessus, comme d'habitude, voilà, j'ai envie de dire. Donc la propulsion nucléaire pulsée. Alors l'idée de la propulsion nucléaire pulsée, elle est extrêmement folle, vous allez voir. L'idée, c'est d'envoyer une série de bombes nucléaires de quelques tonnes chacune, hein, et chacune plus puissante que la bombe d'Hiroshima, de détonner ces bombes nucléaires et de faire surfer le vaisseau sur l'onde de choc de l'explosion. Et ouais.
Alors, on a évidemment une plaque qui va amortir les chocs et qui peut résister à des grandes chaleurs. On a un amortisseur là, qui amortit un petit peu les chocs. Et si on balance suffisamment de bombes nucléaires, on peut comme ça atteindre 3% de la vitesse de la lumière, ce qui est très très raisonnable pour un vaisseau comme ça. Et ça nous permettrait d'atteindre Proxima du Centaure en seulement 130 ans. C'est mieux que 76 000 ans, j'ai envie de dire, mais ça reste beaucoup. Alors il faut savoir que ce projet, il était dans les années... Alors il est issu de l'imagination des physiciens du projet Manhattan, donc les gens qui ont fait les premiers essais de bombes nucléaires, donc ça ne vient pas de n'importe qui non plus. Mais en fait ce projet, qu'on a appelé le projet Orion, il était en compétition avec un autre projet qui s'appelait le projet Apollo. Alors l'idée, c'était d'envoyer, au lieu de construire des grosses fusées chimiques telles qu'on les envoie aujourd'hui, de construire des fusées qui seraient propulsées par des bombes nucléaires et d'envoyer des gens sur la Lune et sur Mars, comme ça. Et ouais. Alors évidemment, ils sont même allés jusqu'à construire des maquettes qui fonctionnent. Alors ils n'ont pas utilisé des bombes nucléaires, ils ont utilisé des bombes chimiques. Mais l'idée, c'était juste de montrer que c'était possible. Alors ça, on est à Los Alamos, là où sont testées les bombes nucléaires des années 50. Et donc là, on a une vidéo qui vous montre une petite maquette dans laquelle on a mis plein de bombes chimiques qui est propulsée petit à petit par des explosions de bombes chimiques. Voilà, si ça marche pour des bombes chimiques, ça marche pour des bombes nucléaires. Voilà, ça marche en théorie. Alors, il ne faut vraiment pas avoir froid aux yeux pour proposer ça dans les années 50. L'histoire raconte que le président Kennedy est venu visiter ce site de test, et on était à peu près à l'époque de la crise des missiles de Cuba. Il a vu ça, il a pris peur, il a annulé tous les crédits qui étaient liés à ce projet, parce qu'il était complètement traumatisé par tout ce qu'il y avait autour des bombes nucléaires. Et donc en 1963, le traité sur l'interdiction partielle des essais nucléaires a été signé et a complètement abandonné tous les rêves de ces physiciens et ingénieurs qui voulaient faire de la propulsion nucléaire pulsée. Alors évidemment, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça, même si c'est possible? Alors aujourd'hui, on a une vision du nucléaire qui est quand même très très radicalement différente des années 50, où c'était vraiment l'âge de l'atome. Mais on peut imaginer une espèce de présent alternatif. Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu d'avoir les missions Apollo, on aurait eu des vaisseaux à propulsion nucléaire pulsée? Eh ben, on aurait probablement des trucs un peu plus ambitieux en termes de propulsion spatiale, mais en cas de raté, je ne sais pas ce qui se serait passé. On aurait une vision du nucléaire encore plus pourrie que celle qu'on a à l'heure actuelle. Alors ça, c'est... voilà. Mais on peut encore aller plus loin avec la propulsion nucléaire. On peut utiliser la fusion nucléaire pour propulser des vaisseaux. Alors ici, je l'ai représenté par un vaisseau d'un film qui s'appelle Passengers, qui est sorti il y a 2 ans. Très mauvais film, ne le regardez pas. Par contre, le vaisseau est très très bien designé. Et donc c'est un vaisseau à fusion nucléaire. Alors l'idée du vaisseau à fusion nucléaire, enfin de la propulsion à fusion nucléaire, elle a émergé dans les années 70, où un groupe de physiciens et d'ingénieurs de la British Interplanetary Society, donc de la Société interplanétaire britannique, se sont réunis et ont publié un rapport, le premier et le seul rapport, et le plus complet des rapports du coup, sur la faisabilité du voyage interstellaire. Et donc leur idée, c'est comme il faut faire des scénarios dans ce genre de rapport, leur idée c'était d'envoyer une sonde inhabitée vers l'étoile de Barnard, donc qui se trouve à 6 années-lumière d'ici, en moins de 50 ans, parce qu'il faut que ce soit quand même un voyage humainement... Enfin, il faut que les ingénieurs qui bossé sur le projet puissent voir l'accomplissement quand même, ce serait cool. Donc voilà, on va envoyer une sonde inhabitée, un robot, photographier les planètes autour de l'étoile de Barnard. Qu'est-ce qu'on peut utiliser avec ça? Et donc ils ont imaginé cette technologie de fusion nucléaire pour propulser le vaisseau. L'idée de la propulsion nucléaire à fusion, c'est de remplacer les grosses charges thermonucléaires du projet Orion. Là, on est toujours sur le même principe, de balancer des bombes nucléaires. Mais là, au lieu d'avoir des grosses bombes, chacune plus puissante que celle d'Hiroshima, on a 50 millions de petites pastilles nucléaires, composées d'un mélange de deutérium et d'hélium-3,
qu'on balance une par une dans une tuyère. Ces pastilles vont être chauffées par des lasers à l'intérieur de la tuyère, à une température suffisante pour que les atomes à l'intérieur fusionnent et donnent des atomes plus lourds. Ça va dégager une énergie phénoménale et ça va servir à propulser le vaisseau à 12% de la vitesse de la lumière, ce qui nous permet d'atteindre l'étoile de Barnard en 50 ans. Mission accomplie. Alors évidemment, ça a l'air très très simple sur le papier comme ça, mais quand vous voyez une photo du concept, ça vous donne un truc comme ça. Il faudrait littéralement faire un machin de 50 000 tonnes et beaucoup plus grand que la plus grande des fusées jamais construite, qui est la Saturn V, hein, celle qui a envoyé les astronautes d'Apollo fouler le sol de la Lune. Donc l'idée, c'est de construire un espèce de bâtiment de 200 mètres comme ça et de l'envoyer dans l'espace. Enfin, l'idée plutôt, c'est de le construire dans l'espace, hein, parce qu'un truc de 50 000 tonnes, on ne peut pas l'envoyer dans l'espace comme ça. La gravité de la Terre est trop mouse. Donc l'idée, c'est d'avoir des infrastructures qui construisent ce truc-là dans l'espace. Évidemment, ça, on n'a pas. Hein. Une autre chose qu'on n'a pas, c'est la maîtrise de la fusion nucléaire. On aimerait bien, hein, ça nous aiderait pas mal dans nos problèmes énergétiques. Il y a le projet ITER en France, à Cadarache, qui essaie de faire de la fusion nucléaire contrôlée. Mais si on y arrive et qu'on pousse un peu le concept un peu loin, on peut théoriquement faire un vaisseau comme ça. Alors un autre petit problème aussi, c'est le carburant. Il se trouve qu'il n'y a pas vraiment d'hélium-3 sur Terre. On en trouve un peu sur la Lune, les Chinois veulent aller sur la Lune pour miner de l'hélium-3 en pratique. Il y en a beaucoup dans l'atmosphère de Jupiter. Donc si on trouvait un moyen de miner l'atmosphère de Jupiter, bon courage à ceux qui essayent, on pourrait théoriquement avoir assez de carburant pour alimenter des moteurs à fusion nucléaire. Donc voilà. Mais on peut encore aller plus loin. On peut encore aller plus loin et imaginer un système de propulsion à antimatière, que j'ai représenté ici avec le magnifique vaisseau du film Avatar de James Cameron, film relativement moyen, mais avec un très beau vaisseau, encore une fois. Ouais, c'est les Schtroumpfs dans l'espace. Bref. Alors, l'antimatière, c'est quoi? L'antimatière, c'est une sorte de frère jumeau maléfique de la matière. Il se trouve que pour chaque particule de matière dans l'univers, vous avez une antiparticule. Une antiparticule, c'est la même chose qu'une particule, elle a exactement les mêmes propriétés qu'une particule, donc sa masse, etc., mais une charge électrique opposée. Donc, par exemple, pour un proton, l'antiparticule du proton, c'est un truc qui a exactement la masse du proton, mais une charge négative. D'accord? Donc pareil pour l'électron, hein, l'électron qui a une charge négative, son antiparticule, la même masse qu'un électron, mais une charge positive. Jusque-là, tout va bien. Et bien, il se trouve que la matière et l'antimatière partagent une propriété assez remarquable, c'est que si vous mettez une particule et son antiparticule en contact, elles vont s'annihiler dans un grand flash de lumière, donc un flash de lumière de rayons gamma quand même, donc un flash de lumière très très énergétique, tellement énergétique en fait que si vous prenez 1 gramme de matière, 1 gramme d'antimatière, que vous faites collisionner les deux, vous avez une énergie équivalente à 43 000 tonnes de TNT. Donc il ne faut pas être à côté quand ça pète. Alors évidemment, ça, on peut s'en servir pour faire de la propulsion, mais alors pas avec de la lumière directement, hein, parce que les rayons gamma, c'est pas très utile pour la propulsion, ça a tendance à plutôt briser les choses autour desquelles vous le mettez. Donc on n'a pas envie d'exploser notre vaisseau, on va plutôt se servir de ce qui va se passer un petit peu avant l'annihilation de la matière et de l'antimatière. Et l'idée, c'est que si on prend le film à l'envers, et qu'on reprend la collision entre la matière et l'antimatière, juste avant de s'annihiler en énergie pure, on aura des petites particules subatomiques qui sont assez instables, donc qui vont se désintégrer en lumière après, mais qui vont vivre l'espace d'un instant. Donc ces particules, on les appelle des pions et des muons, enfin leur nom n'a pas d'importance, mais l'idée c'est que ces particules ont des masses, et ces masses, on peut les accélérer par principe d'action-réaction. Alors l'idée du vaisseau à antimatière, et là, paf, ça fait des jeux comiques. Si on a un vaisseau avec un énorme tube dans lequel on balance de la matière et de l'antimatière, qu'on fait collisionner, ça nous donne des pions et des muons qu'on accélère dans une grande tuyère, et ensuite, ces pions et ces muons s'annihilent dans un grand flash, et donc on peut atteindre comme ça la moitié de la vitesse de la lumière. Donc on est sur le concept le plus prometteur à l'heure actuelle sur le voyage interstellaire. Enfin, l'un des concepts les plus prometteurs, on verra après. Donc ça nous permet d'atteindre Proxima du Centaure en 10 ans. Donc là, on est déjà sur du plus raisonnable en termes de temps de voyage.
Il faut quand même mettre des gens pendant 10 ans dans le même endroit. Généralement, dans les colloques, ça se passe pas aussi bien que ça pendant 10 ans. Enfin, je sais pas s'il y a des colloques qui durent pendant 10 ans. J'en ai jamais vu. La science continue à bosser sur le sujet. Alors évidemment, ça a l'air beau sur le papier, et quand ça a l'air trop beau dans la vraie vie, bah, ça l'est. Alors pourquoi est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Bah déjà parce qu'il n'y a pas d'antimatière dans l'univers. Voilà. Il y en avait, mais il y en avait il y a 14 milliards d'années, au tout début de l'histoire de l'univers. Au tout début de l'histoire de l'univers, dans la première seconde après le Big Bang, on avait autant de matière que d'antimatière. Et tout ça s'annihilait joyeusement, donc on avait une espèce de soupe primordiale qui s'annihilait joyeusement dans une espèce de bain d'énergie. Mais il se trouve qu'il y avait légèrement plus de matière que d'antimatière, ce qui fait que on se retrouve avec plus d'antimatière du tout dans l'univers, enfin quasiment plus. Et tous les atomes dans lesquels vous êtes, enfin tous les atomes où vous êtes constitués là, c'est des atomes de matière et pas d'antimatière. Donc c'est bien qu'on n'ait pas autant de matière que d'antimatière, parce que si on touche de l'antimatière, on va s'annihiler, ce serait un peu dommage. Par contre, on arrive à en produire dans nos plus puissants accélérateurs de particules. Donc vous prenez le LHC au CERN, une espèce de gros anneau de 27 km de long, on peut produire de l'antimatière avec le LHC. En accélérant des particules, en le faisant collisionner entre elles, ça va donner des grands flashs d'énergie et aussi de l'antimatière. Alors évidemment, on arrive aujourd'hui à produire quelques nanogrammes, donc quelques milliardièmes de grammes d'antimatière dans nos plus puissants accélérateurs de particules. Pour faire un vaisseau antimatière, il faudrait plutôt quelques grammes d'antimatière. Et il se trouve que quelques grammes d'antimatière, ça revient tout de suite très cher à produire, si on le produit avec les moyens actuels, c'est-à-dire en balançant des particules à des vitesses proches de celles de la lumière et en les faisant collisionner dans des anneaux de 27 km de diamètre. Voilà. Alors la production industrielle, elle n'est pas encore là. Donc pour produire 1 gramme d'antimatière, il y a des estimations qui ont été faites aujourd'hui sur combien ça coûterait. Et ça coûterait 1 million de milliards d'euros. Donc même Yuri Milner, le grand milliardaire, n'a pas assez de sous pour produire 1 gramme d'antimatière. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du film Ange et Démon, je ne sais plus qui l'a produit, mais c'est basé sur sur un roman de Dan Brown, et où l'idée c'était de faire une grande bombe antimatière pour faire exploser le Vatican ou un truc comme ça. Ça marcherait pas parce que ce serait trop cher. Voilà. Tout simplement. Alors évidemment, même si on arrivait à en produire 1 gramme, il se trouve que nos problèmes ne sont pas résolus pour autant, parce que cette antimatière, il faut la stocker. Évidemment, parce que si ça touche la paroi du truc de stockage, du conteneur, ça va s'annihiler. Donc c'est pas exactement ce qu'on a envie. Donc la manière dont on a de résoudre ce problème aujourd'hui, c'est chaque particule d'antimatière qu'on prend, on le met dans une espèce de piège magnétique. On va mettre des champs magnétiques extrêmement puissants qui vont repousser l'antiparticule pour l'empêcher d'atteindre les parois de son conteneur. Évidemment, c'est un truc qui demande énormément d'énergie, de l'énergie qu'on n'aurait pas pour stocker 1 gramme d'antimatière aujourd'hui. Ça demanderait des énergies absolument délirantes. Alors évidemment, quand vous faites un vaisseau antimatière, il faut quand même du sacré courage pour pouvoir entrer dedans, parce qu'au moindre dysfonctionnement de la paroi de containment, du piège à antimatière, là, votre vaisseau, il s'annihile dans un grand flash, et vous avec. Donc voilà, mais on peut encore aller encore plus loin avec un concept qui, moi, est mon concept préféré de vaisseau interstellaire. Là, on est sur de la pure science-fiction. Alors, c'est ce qu'on appelle le ramjet de Bussard. Le ramjet, ou le collecteur Bussard, pour les gens qui connaissent Star Trek, on les appelle les collecteurs Bussard. Donc le collecteur Bussard, ou le ramjet de Bussard, Bussard comme Robert Bussard, le physicien nucléaire qui est à l'origine de ce concept qui a été popularisé dans un bouquin de science-fiction de Poul Anderson qui s'appelle Tau Zéro. Vous avez plusieurs générations d'humains qui vivent dans un vaisseau, dans un ramjet de Bussard, et donc ils sont dans un voyage à travers les étoiles, mais il va se passer des trucs, je ne vais pas vous spoiler. Donc il faut lire ce roman. Alors le concept du ramjet de Bussard, c'est un concept de vaisseau qui collecte son carburant en cours de route. On a vu que le problème des fusées à propulsion chimique, c'est que on peut
On a une masse de carburant qui est fixée, et c'est très difficile d'accélérer cette masse de carburant. Et ben, le ramjet de Bussard, il contourne ce problème en collectant lui-même son propre carburant en cours de route. Parce qu'il faut savoir que l'espace entre les étoiles, il n'est pas complètement vide. Il y a des atomes d'hydrogène entre les étoiles. Il y en a très très peu, évidemment, c'est un endroit très ténu. Si vous prenez une boîte d'1 centimètre de côté et que vous la mettez au hasard dans l'espace interstellaire, en moyenne, vous allez avoir un atome d'hydrogène dans cette boîte. Donc ça, c'est la densité de la matière interstellaire. Évidemment, c'est beaucoup plus vide que le vide le plus poussé qu'on peut faire en laboratoire aujourd'hui. Mais si on a un vaisseau qui est assez grand, on pourrait imaginer stocker des particules d'hydrogène, enfin des atomes d'hydrogène, pour s'en servir de carburant. Alors Bussard, qu'est-ce qu'il fait? Il imagine un vaisseau avec une espèce de grand entonnoir à l'avant du vaisseau, un entonnoir de 100 km de diamètre, hein, quand même, c'est du sacré entonnoir. Alors c'est un entonnoir magnétique, donc il va collecter les particules du milieu interstellaire, et ces particules du milieu interstellaire, elles vont être utilisées en tant que carburant pour un moteur à fusion nucléaire. Et le truc avec le ramjet de Bussard, c'est que plus il collecte de l'hydrogène, plus il va accélérer. Et plus il va accélérer, plus il va collecter de l'hydrogène devant lui. Et là, vous avez un concept absolument génial, c'est un vaisseau qui peut accélérer de manière constante pour s'approcher le plus possible de la vitesse de la lumière. Alors il ne pourra jamais l'atteindre, hein, la vitesse de la lumière, mais il pourra l'atteindre, il pourra atteindre 99,9999999% et continuer à rajouter des 9 jusqu'à ce que le vaisseau percute un truc, et là c'est fini. Alors évidemment, avec un vaisseau comme ça, on peut atteindre Proxima du Centaure en 3 ans et demi, et ce concept est absolument génial. Alors, ce concept est tellement génial qu'il permet de se conceptualiser un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours, c'est la dilatation temporelle. Alors, la dilatation temporelle, c'est un concept qui a été développé par un certain Albert Einstein, un inconnu parfait. Donc, Albert Einstein qui, dans sa théorie de la relativité restreinte, imagine une expérience de pensée. Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, cette expérience de pensée, mais... Enfin, c'est moi qui vais l'inventer. Voilà. J'ai pas de moustache. Einstein il nous dit que plus un vaisseau va vite par rapport à un observateur terrestre, plus le temps qu'il va mesurer à l'intérieur du vaisseau va être désynchronisé par rapport au temps qu'un observateur terrestre va mesurer. Donc si on donne une montre, si on prend les deux frères Bogdanov, on en met un dans un vaisseau interstellaire qui se balade à des vitesses proches de celles de la lumière, on met l'autre sur Terre, et si on envoie le premier frère Bogdanov, Grishka, dans un voyage à travers l'univers, et qu'on le fait revenir, Grishka aura moins vieilli que son frère jumeau, qui sera resté sur Terre. Évidemment, pour les deux personnes, enfin pour les deux jumeaux, une seconde, ça va durer une seconde. Mais c'est juste que les temps vont être désynchronisés l'un par rapport à l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que si on imagine qu'on envoie un ramjet de Bussard avec une vitesse initiale de 10 km par seconde et une accélération constante de 1 G, ça veut dire 1 G, ça veut dire que chaque seconde, votre ramjet augmente sa vitesse de 10 mètres par seconde, qui est quand même une sacrée accélération, mais c'est l'accélération qu'on ressent sur Terre. Hein, donc si vous imaginez un ascenseur qui va à 1 G, vous ressentez exactement les mêmes choses que vous ressentez là. Alors si vous imaginez que vous allez sur Proxima du Centaure avec votre ramjet de Bussard qui continue à accélérer pour s'approcher de plus en plus de la vitesse de la lumière, l'idée c'est que au bout du voyage vers Proxima du Centaure, si on ne s'arrête pas, à l'intérieur du vaisseau, pour les passagers du vaisseau, il va s'écouler 3 ans et demi. Par contre, pour les gens qui seront restés sur Terre, il va s'écouler 6 ans. On commence déjà à avoir une désynchronisation pas dégueulasse. Mais on peut imaginer qu'on continue à accélérer et qu'on aille un petit peu plus loin. Avec ce principe, on peut atteindre le centre de la galaxie en 20 ans. Alors le centre de la galaxie, il est à 26 000 années-lumière de la Terre. Mais si on est le passager dans le vaisseau, on peut l'atteindre en 20 ans, parce que notre vaisseau, il continue à accélérer, il s'approche de plus en plus de la vitesse de la lumière, et il s'écoule que 20 ans pour les gens du vaisseau. Par contre, pour les gens restés sur Terre, il va s'écouler 26 000 ans. Donc il ne faut pas s'attendre à voir des gens au retour.
Alors évidemment, on peut encore pousser le vice plus loin et on peut carrément se balader vers la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de notre galaxie. Alors ça, on peut le faire en 30 ans avec un ramjet de Bessard. Donc en 30 ans de voyage, vous arrivez dans une autre galaxie. C'est quand même pas mal. Par contre, sur Terre, il sera écoulé 2,5 millions d'années. Donc tous les continents sur Terre se sont remixés plusieurs fois. Et qu'est-ce qui restera de l'humanité? Je ne sais pas. Pas grand-chose, je pense. Et donc on peut encore aller plus loin. On peut se permettre de faire le tour de l'univers observable en 50 ans. Tout l'univers observable. Parce que là, on va dans une vitesse quand même complètement délirante. Par contre, si vous décidez de revenir sur Terre plus tard, après votre tour de l'univers, vous arriverez à une Terre qui sera à 100 milliards d'années dans le futur. Donc il n'y a plus de Terre, en fait. Il y a juste un truc carbonisé par la mort du Soleil. Donc voilà, quand on fait un voyage interstellaire, il faut s'attendre à ce que l'univers autour de nous vieillisse beaucoup plus vite et qu'on se retrouve avec un univers dans le futur quand on arrête notre voyage. Évidemment, ce n'est pas le seul problème du ramjet de Bessard. L'un des plus gros problèmes, on va dire, c'est un problème technologique. Le problème technologique, c'est que votre surface collectrice, elle doit faire la surface de l'Île-de-France. Donc, ce qui est quand même un sacré bordel à créer. Il repose aussi sur la maîtrise de la fusion nucléaire, qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle, mais on peut se dire que dans les années à venir, on pourra enfin maîtriser la fusion nucléaire. Mais le plus gros problème du ramjet de Bessard, c'est la collision avec des cailloux. Parce qu'évidemment, il y a non seulement des atomes d'hydrogène dans le vide entre les étoiles, mais il y a aussi des astéroïdes, il y a aussi des grains de poussière, il y a aussi des trucs qui sont minuscules, mais des trucs minuscules qu'on balance très vite. Une balle de pistolet, c'est minuscule, mais une balle de pistolet tirée à bout portant, bah, ça fait mal. Mais une balle de pistolet à 90% de la vitesse de la lumière, bah, ça vous vaporise votre vaisseau, en fait. Donc vous n'avez pas envie de collisionner un caillou à 90% de la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça qu'un collecteur de Bessard ne serait pas une si bonne idée que ça, au final. Alors, c'est le moment de conclure cette présentation en résumant un petit peu les points qu'on a abordés. Alors, à la question « Est-ce que le voyage interstellaire est possible ?», la réponse est un grand oui. Il n'y a aucune loi de la physique qui nous empêche de faire du voyage interstellaire, et on peut même faire le tour de l'univers en 50 ans si on le souhaite. Mais évidemment, il y a beaucoup de problèmes technologiques à résoudre, notamment le problème des collisions, le problème on ne maîtrise pas certaines technologies. Voilà. Il y a des optimistes et il y a des pessimistes dans ces trucs-là. Par contre, si on décide un jour, dans quelques siècles, voire quelques millénaires, de voyager à travers les étoiles, il faudra vraiment qu'on se demande mais quelle motivation on a de faire ça, en fait. Parce que dans tous les cas, ça va coûter ultra cher. Donc on parle, si on part sur un vaisseau antimatière, on parle d'1 million de milliards d'euros juste pour le carburant. Enfin, vous imaginez le truc. Construire des usines dans l'espace pour pouvoir faire des vaisseaux interstellaires qui vont abriter des générations d'humains à l'intérieur, c'est un défi de malade. Donc dans tous les cas, quelle que soit la technologie qu'on utilise, le voyage interstellaire sera extrêmement coûteux. Et si on n'a pas la volonté politique, économique et sociétale de le faire, on le fera probablement pas. Donc voilà, c'est la conclusion de cette conférence et je vous remercie de votre attention.